Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'année de la mer, puisque en 2025, ça a été décidé au niveau européen, je crois, si ce n'est mondial, que ce sera l'année de la mer. On va mettre en avant tout ce monde qui nous reste quand même plus ou moins inconnu et j'avais envie de faire vivre cette année de la mer en 2025 à travers la littérature. Donc j'ai déjà commencé de mon côté un petit challenge de lecture de titres autour de la vie maritime et j'avais envie de vous proposer cette semaine des petites recommandations livresques autour de la littérature maritime mais pas que, et aussi de vous parler un petit peu de ma pile à lire. Il va y en avoir un petit peu pour tous les goûts, de la non-fiction, de la fiction imaginaire, de la fiction basée sur des faits réels et des classiques de la littérature. Et je viens de vous dire littérature maritime mais pas que parce que j'ai envie d'englober en fait tout ce qui est roman, tout ce qui est histoire qui se passe certes en mer ou sous mer, mais aussi proche de la mer, qui se passe sur terre, mais où la mer ou l'océan a un impact plus ou moins important sur l'histoire. Et on va tout d'abord commencer avec les recommandations que j'ai à vous faire pour cette année de la mer. Et il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je commence par ça. Et il y en a notamment 3 où c'est de la non-fiction. Oui, c'est assez étonnant, mais sur les 4 que j'ai à vous présenter, que j'ai déjà lus, eh bien il y en a 3 où c'est de la non-fiction. Et le premier, c'est tout simplement celui qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'ai commencé à découvrir cette littérature maritime. C'est un livre écrit par Alfred Lansing et c'est Endurance, l'incroyable voyage de Shackleton. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais vraiment, pour moi, ce roman, ça reste une pépite et je sais que je le relirai un jour. Ici, Alfred Lansing retrace le périple de Shackleton qui était le chef d'une expédition qui devait tout simplement traverser l'Antarctique à pied. Et il devait se rendre sur le continent à bord de l'Endurance avec tout son équipage, sauf que comme vous vous en doutez, rien ne s'est passé comme prévu. C'est une histoire vraie qui est entièrement retracée dans ce roman de façon assez factuel, je dois dire. Alors ça plaît ou ça plaît pas, moi ça m'a énormément plu, je m'attendais pas à ça, mais vraiment j'ai accroché du début à la fin et j'étais à bord de l'Endurance ou avec l'équipage de A à Z. Donc vraiment, si vous aimez les histoires inspirées de faits réels, les romans d'aventure et en même temps biographiques, mais aussi, je dois l'avouer, une histoire qui se termine bien, puisque pour rappel, oui, c'est du fait réel, mais personne n'est mort et c'est bien un exploit, tout le monde est rentré indemne ou quasi indemne. Donc vraiment, n'hésitez pas à découvrir ce roman. Personnellement, ça reste un de mes favoris de tous les temps. Et celui-ci, il n'est absolument pas romancé puisque Alfred Lansing a basé tout son roman sur les retours et les interviews qu'il a pu faire de tous les membres d'équipage qu'il a pu rencontrer et ou sur leurs journaux intimes. Il n'a absolument rien inventé, rien extrapolé. Tout est basé sur les souvenirs et les écrits des membres d'équipage. Ce qui n'est pas le cas des 2 romans qui vont suivre. Alors oui, je les considère personnellement comme de la non-fiction, mais c'est aussi de la fiction, puisque c'est très fortement inspiré des faits réels, mais ça a été quand même romantisé par les auteurs, puisque là pour le coup ils n'ont pas forcément rencontré les survivants, puisque ça datait il y a quand même plusieurs siècles en arrière, et que les écrits qu'on a retrouvés sont quand même plus ou moins à prendre avec des pincettes. Il y a évidemment Les naufragés du Voyager de David Grann. Je l'ai en version grand format puisqu'il est sorti aux éditions du Sous-sol en 2023 je crois. Je l'ai lu assez rapidement, mais il vient de sortir aux éditions Point en format poche. Donc si vous voulez vous le procurer dans un format plus petit et surtout plus abordable, il est dispo. David Grann, c'est un auteur qui est reconnu pour ses romans inspirés de faits réels, ses romans d'aventure, d'expédition complètement incroyables qui ont marqué l'histoire mais qu'on ne connaît pas forcément. Et dans Les naufragés du Voyager, il s'intéresse évidemment à cette expédition dont le Voyager faisait partie, qui est parti d'Angleterre en 1740, qui a traversé l'Atlantique et qui comptait contourner l'Amérique du Sud pour arriver dans l'océan Pacifique et tout simplement éclater l'armada espagnole. Sauf qu'ici aussi, rien ne s'est passé comme prévu. Et David Grann nous raconte tout ça dans ce roman. Et je précise ici que l'auteur a dû combler les trous, puisque comme je vous le disais, ça s'est passé au XVIIIe siècle, donc forcément, il n'a pas pu rencontrer les survivants de cette épopée, il n'a pu se baser uniquement que sur les écrits qu'il a pu retrouver au niveau des journaux de bord, des journaux intimes, des articles de presse aussi, et de tous ces témoignages écrits qu'il a pu retrouver, il s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas de vérité vraie, chacun avait sa propre vérité, sa propre expérience de cette expédition. Et c'est pour ça que je dis qu'il a dû combler les trous, il a dû faire un choix aussi au niveau narratif,
qui avait raison, qui avait tort, qui a été le méchant de l'histoire. Il a essayé de nous rendre cette histoire quand même assez transparente pour que nous, on se fasse une propre idée de ce qui s'est passé. Et je dois vous dire que même si c'est addictif, ça reste un écrit au niveau narratif qui peut être un petit peu compliqué à aborder au début. C'est le genre de roman où il faut accepter de pas forcément comprendre le vocabulaire de tout ce qui se passe sur un bateau finalement. Personnellement, au début, j'étais un petit peu perdue puisque justement, je ne suis pas très familière avec ce type de vocabulaire. Et après, j'ai commencé à lâcher prise et à vraiment m'intéresser plutôt à l'histoire et à ce qui se passait, à ce qu'on me racontait. Et là, j'ai complètement embarqué. Une histoire de survie dans laquelle les personnages ont les nerfs qui sont mis quand même à rude épreuve, mais aussi, donc vous vous en doutez, un roman d'aventure inspiré de faits réels. Personnellement, je suis fan. Et un autre roman inspiré de faits réels, là aussi, qui fait part plutôt du naufrage d'un bateau, c'est Les Naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein. Et celui-ci, si ma mémoire est bonne, je l'ai lu l'année dernière, en 2024. Oui, je crois que c'est ça. Dans ce roman-là, on va suivre à la fois le voyage, le naufrage et la survie des personnes qui étaient à bord d'un navire français qui était quand même censé transporter de la marchandise et qui en réalité transportait aussi des esclaves. Et figurez-vous que ça se passe à peu près à la même époque de celui-ci. Ici on est en 1700, entre 1740 et 1745 je dirais pour être large, et ici on est en 1760 et plus. Là aussi une histoire vraie donc, et c'est d'autant plus intéressant qu'on aborde un sujet de société de l'époque qui a quand même marqué l'histoire de France sans qu'on le sache, puisque de tous les événements qui sont narrés ici, de fil en aiguille, on en est quand même arrivé au début du combat pour la fin de l'esclavage. Là aussi extrêmement intéressant, là aussi l'autrice a mené des recherches très poussées, elle s'est rendue plusieurs fois sur l'île Tromelin pour s'imprégner de l'ambiance et imaginer ce que les survivants ont pu vivre. Et très franchement, si vous avez un peu peur du registre technique des naufragés du Voyager, foncez plutôt avec Les Naufragés de l'île Tromelin, puisqu'en plus de narrer une intrigue hyper intéressante et basée sur des faits réels encore une fois, Irène Frein, elle a une plume, un style d'écriture qui est presque poétique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois où j'ai utilisé des petits marqueurs pour relever des citations tellement ça m'avait touchée. Et d'ailleurs, des trois que je viens de vous présenter, si vous devez en garder un seul en mémoire et en lire un seul, je vous conseille celui-ci. Un dernier roman que j'ai à vous recommander, que j'ai lu récemment et qui là est de la fiction, mais pour le moment il est disponible qu'en anglais, c'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. Et en réalité, c'est celui que j'ai lu en janvier pour mon petit challenge de l'année de la mer, puisque j'ai décidé de lire un livre par mois en 2025 autour de justement la mer ou la littérature maritime, et celui-ci il a complètement fait le job pour le mois de janvier. Je ne vous refais pas le topo sur l'intrigue puisque j'en ai déjà parlé très régulièrement, mais je voulais simplement ajouter que il peut faire partie de ce challenge parce qu'on passe quand même pas mal de temps soit au bord de l'eau, soit sous l'eau, puisque de temps en temps on suit le point de vue de cette biologiste marine qui se retrouve bloquée à des kilomètres sous la surface de l'océan. Et si vous lisez en anglais, je ne peux que vous conseiller de démarrer ce challenge littérature maritime année de la mer 2025 avec Julia Armfield. Et après ces quelques petites recommandations, il est temps évidemment de passer à ma pile à lire, à tous ces livres que j'ai envie de découvrir en 2025 autour de la littérature de la mer. Et là aussi, on va commencer avec de la non-fiction puisqu'il y en a quelques-uns qui sont dans mon radar depuis bien longtemps déjà. Et il y a notamment Magellan de Stefan Zweig que j'ai commencé à lire l'année dernière. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé déjà que j'avais commencé un livre en 2024, que je le comptais dans mes statistiques et que en fait je ne l'ai jamais terminé. C'est celui-ci. J'ai toujours mon marque-page d'ailleurs à l'intérieur, je me suis arrêtée à la page 117 et c'était hyper intéressant, mais j'étais pas du tout dans le mood pour continuer ma découverte de la biographie de Magellan, qui est quand même l'un des navigateurs, si ce n'est le navigateur le plus connu de l'histoire de la marine. Et si je dois être tout à fait honnête, je l'avais reçu dans le cadre d'un service presse. J'avais beaucoup aimé le premier tiers, on va dire, que j'ai lu. J'ai dû le mettre en pause et j'ai jamais repris. Donc j'aimerais bien en 2025 très certainement le reprendre depuis le début parce que franchement ça fait un moment que je l'ai démarré et je me souviens plus trop de tout ce qui s'est passé, donc j'aimerais le reprendre depuis le début et le lire d'une seule traite pour enfin connaître l'histoire
de Magellan. En non-fiction toujours, on revient en Antarctique puisque j'ai les écrits de Ernest Shackleton qui s'intitulent l'Odyssée de l'endurance. Donc ici aussi, on s'intéresse à cette expédition dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais du point de vue du chef d'expédition directement. J'ai extrêmement hâte de lire le point de vue de Shackleton lui-même et en plus de redécouvrir les photographies qui ont été prises pendant cette expédition, puisque pour rappel, il y avait quand même un photographe-reporter à bord qui faisait partie de l'équipage et qui devait faire un photoreportage de l'expédition de la traversée de l'Antarctique, et finalement il s'est retrouvé à faire un photoreportage de leur enfer sur Terre. J'ai trop hâte de le découvrir, j'aurais adoré le lire cet hiver puisque c'est vraiment la période idéale pour se plonger là-dedans. Mais peut-être qu'en fait je lirai plutôt cet été, histoire de faire baisser un petit peu la température pendant la canicule. Ça peut être une bonne idée. Et dans la non-fiction toujours, j'aimerais aussi découvrir Dans les profondeurs du Titanic de Paul-Henri Nargeolet. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, vous l'avez très certainement entendu aux informations il y a environ un an. Paul-Henri Nargeolet fait partie de ces personnes qui étaient dans un sous-marin qui se rendait en expédition au Titanic et qui a explosé. Donc il fait partie des victimes, mais j'avoue que j'avais ce titre dans mon radar depuis bien longtemps avant son décès. Et dans ce livre, j'ai l'impression qu'on va suivre ces différentes expéditions autour du Titanic justement. On nous dit 1er septembre 1985, le Titanic, disparu depuis le 15 avril 1912, est retrouvé dans l'Atlantique Nord où il gît par 3821 mètres de profondeur. Sollicité par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Ifremer, Paul-Henri Nargeolet, commandant dans la Marine nationale, devient directeur des recherches sous-marines dans le cadre des futures expéditions sur l'épave. De 87 à 2021, il part à la recherche des derniers secrets du paquebot au cours de centaines d'heures de plongée. Plus de 5500 objets sont remontés à la surface sous sa supervision. Morceaux de coque, bijoux, bouteilles de champagne, tissus, bagages, autant de témoins qui racontent les plus grandes heures du navire et son destin tragique. À travers le fabuleux récit de ses expéditions, Paul-Henri Nargeolet fait revivre l'histoire du Titanic, celle de ses passagers et de son équipage, offrant un point de vue unique sur cette catastrophe maritime qui alimenta tous les fantasmes. J'avoue que le Titanic, ça reste quand même une icône entre guillemets de tous ces bateaux de naufrage et ces histoires de survie. J'ai évidemment envie d'en découvrir plus puisque en dehors du film, je ne connais pas grand chose de cette histoire du Titanic et j'aimerais avoir des informations qui sont quand même bien plus réelles qu'un film. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'aimerais vous parler rapidement d'une fiction inspirée de faits réels que j'ai découvert il y a quelques jours seulement. Et en plus, c'était même pas pour les besoins de cette vidéo, mais c'est tout simplement la prochaine lecture du Reese's Book Club que j'essaye de suivre en 2025. C'est donc la lecture de février. Je vais le lire au mois de février, donc je vais valider le challenge avec ce livre-là. C'est Isola de Allegra Goodman. Dans ce roman, je veux pas trop en savoir plus parce que je vais le lire dans vraiment pas longtemps. Je sais juste qu'on est parachuté au 16e siècle, il me semble, ou au 17e siècle. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui hérite de la fortune de ses parents, qui se retrouve embarquée par son tuteur dans une traversée de l'Atlantique, peut-être du Pacifique, je ne sais plus. Son tuteur va dilapider sa fortune et l'abandonner sur une île déserte. Pour rappel, ceci est une histoire vraie. Voilà, je n'en sais pas plus, il vient de sortir et je veux le découvrir dans les jours à venir. Ensuite, je me suis noté quelques classiques de la littérature parce que mine de rien, il y en a quand même pas mal qui abordent le sujet de la littérature maritime, la mer, l'océan. Et le premier dont je vais vous parler, c'est plutôt un classique moderne, j'ai envie de dire. C'est L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. En réalité, je sais même pas si on peut considérer comme un classique moderne, mais moi j'ai envie. Et c'est celui que j'avais prévu de lire initialement au mois de janvier, avant de me dire que Our Wives Under the Sea faisait carrément partie du challenge. Donc je le garde pour un prochain mois. Et celui-ci est une très bonne illustration de ce que je vous disais précédemment. C'est pas forcément obligé que ça se passe sur mer ou sous mer pour que ça ait un attrait à la littérature maritime, puisque celui-ci il se passe au bord de l'Atlantique. On va y suivre Marie qui est obligée d'aller vivre chez sa tante et le mari de sa tante qui tiennent l'auberge de la Jamaïque sur une côte désolée de l'Atlantique. Mais elle soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisque cette tante qu'elle a toujours connue très gaie, très heureuse dans sa vie, elle est finalement désormais une pauvre malheureuse terrorisée par son époux, un ivrogne menaçant. Je pense qu'il peut valider ce challenge puisqu'on nous dit aussi, dans la grande tradition romantique des sœurs Brontë,
L'auteur de Rebecca nous entraîne au cœur d'un pays de landes et de marais battu par les tempêtes, où subsiste la sauvagerie ancestrale des pirates et des naufrageurs. Donc moi, si on me parle déjà dans le résumé de pirates et de naufrageurs, je pense que niveau littérature de la mer, on est pas mal. Dans cette pile à lire des classiques de la littérature, je vais aussi vous parler rapidement de Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti, un titre qui est sorti dans les années 1960, si ma mémoire est bonne. Et pour le résumer, on nous dit tout simplement: la Marie navigue vers l'Islande emmenant à son bord les pêcheurs bretons qu'on appelle les Islandais. Pourtant, la mer du Nord est dangereuse et chaque année, certains équipiers ne reviennent pas. Après avoir vécu à Paris, God, une belle et douce jeune femme, revient vivre en Bretagne. Elle tombe alors éperdument amoureuse de Yann, marin sur la Marie. Mais lui, il n'aime que la mer. J'ai l'impression qu'on va suivre un peu comme un espèce de triangle amoureux, puisque God aime Yann, mais Yann, lui, il aime la mer. Et ça va être un peu une histoire d'amour impossible. Je pense que je vais l'ajouter aussi à ma bibliothèque physique, parce que la couverture des éditions Point, elle est magnifique. Et en plus de ça, sur Babelio, il y a quand même plus de 3000 personnes qui ont lu ce roman et il a une note de plus de 4 étoiles, ce qui est énorme. En classique toujours, il y a aussi évidemment Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Un roman assez court puisque je vois que sur l'édition que me propose Babelio, il fait 148 pages. Et pour le résumer, je saurais pas trop vous dire puisque j'ai l'impression que celui que j'ai sur Babelio, c'est plutôt un extrait du livre. Donc là, il faudra que je le lise pour vous en parler plus en détail. En classique toujours, évidemment, j'ai très envie de découvrir Moby Dick, un roman écrit par Herman Melville. Et là, il fait carrément partie de ma pile à lire des classiques de la littérature. Donc ça peut être vraiment pas mal si je le découvre. Apparemment, dans Moby Dick, on va suivre le marin Ismaël qui embarque sur le baleinier Pécode, dont le capitaine Achab poursuit obsessionnellement Moby Dick, un cachalot blanc géant qui lui a arraché la jambe au cours d'un précédent voyage. Donc là, je crois qu'on va passer la totalité du roman en mer. Et enfin, évidemment, j'ai aussi très envie de découvrir 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Un classique tellement classique que je vous avoue, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais pour le résumer, chez 10-18, on nous dit: le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land, qui cherchait à capturer un fantastique monstre marin, se retrouvent prisonniers du capitaine Nemo à bord de son sous-marin le Nautilus. Quel lourd secret cache Nemo pour pouvoir les retenir ainsi à jamais? C'est alors que parallèlement au fabuleux périple maritime qu'ils entament, s'engage une lutte psychologique et culturelle entre Aronnax et Nemo. À l'envoûtement créé par les aventures et les découvertes fabuleuses, s'ajoute le piment des joutes scientifiques et historiques auxquelles s'adonnent le professeur et le capitaine. Et enfin, les 3 derniers titres dont j'ai envie de vous parler sont des titres de l'imaginaire, des titres de fantasy. Et le premier, je l'ai avec moi, c'est Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. À prendre avec des pincettes puisque je ne connais pas Robin Hobb, je n'ai jamais lu. Je sais juste que cette première intégrale des Aventuriers de la mer est à lire après les 2 premières intégrales de l'Assassin Royal, que je n'ai pas encore lu donc, que j'ai prévu de lire en 2025 peut-être, au moins le premier tome de la première intégrale, ce qui pourrait déjà être pas mal. Mais dans tous les cas, il y a de très peu de chances que je puisse découvrir Les Aventuriers de la mer en 2025, mais j'aimerais beaucoup. Par contre, je pense que ça pourrait évidemment valider le challenge, puisque déjà, rien que la couverture, on embarque en mer, évidemment. Et pour le résumé que j'ai ici, on nous dit simplement: chaque famille de marchands possède une vive nef, un navire intelligent et sensible qu'on se lègue de génération en génération, et sans lequel la navigation sur le fleuve du désert des pluies et le commerce des objets magiques serait impossible. Althea aurait dû hériter de Vivacia, la vive nef du clan Vestrit, mais c'était sans compter les machinations de son esclavagiste de beau-père, Kyle. Et les 2 derniers dont j'ai envie de vous parler, je ne les ai pas sous la main puisqu'ils ne sont tout simplement pas encore sortis. Et le premier, c'est The Sword of Kagan de M.L. Wang. Et il va très bientôt sortir aux éditions Calix. C'est prévu pour dans quelques jours seulement. Et j'ai extrêmement hâte de découvrir ce roman. Ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire et que j'attends sa traduction en français. Et là, on part dans de la fantasy assez violente. On va suivre un peuple qui vit sur la presqu'île de Kagan, qui a la forme d'une épée, d'où le nom de l'épée de Kagan. Et il me semble bien que ces habitants de Kagan vont se rebeller contre l'Empire. Donc, de la guerre, du sang, torture peut-être. Dans tous les cas, ça va être de la fantaisie épique et sanglante. J'ai extrêmement hâte de le découvrir, d'autant plus que c'est une fantaisie en un tome
uniques. Et ça, on aime ça, les tomes uniques. Et enfin, le dernier titre, c'est là aussi un titre que j'ai rajouté en dernière minute puisqu'il a été annoncé tout simplement hier par les éditions Léa. Ils ont prévu de traduire et de sortir dès ce printemps 2025 la trilogie The Bone Ship de R.J. Barker. Et dans cette trilogie, je sais tout simplement qu'il y a 2 îles dans ce monde de fantasy qui se livrent une guerre sans merci pour tout simplement être les maîtres de l'océan. Sauf que, un beau jour, va débarquer un dragon. Ou plusieurs dragons, je ne sais plus. Et la guerre va prendre un autre tournant puisque tout le monde va vouloir capturer ce ou ces dragons et j'imagine vouloir devenir les maîtres des mers et des cieux. Ça promet aussi une fantaisie épique et évidemment maritime, d'autant plus que de ce que j'ai compris, l'auteur a carrément créé un vocabulaire autour de la piraterie et des forbans de cette trilogie de fantaisie. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. Et c'est avec l'annonce de cette nouvelle trilogie qu'on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la question du jour d'ailleurs, c'est si vous aviez une recommandation à faire pour tout ce qui est justement littérature maritime, un titre qui, selon vous, validerait ce challenge Année de la mer version littérature. Dites-moi ça dans les commentaires, histoire d'allonger encore un petit peu plus ma palle. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires trop longs, vous pouvez évidemment me laisser l'emoji vague. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon challenge Année de la mer 2025 si vous souhaitez participer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!